Notre génération est très informée et très sceptique vis-à-vis des médias d'entreprise et des médias traditionnels. Je pense que généralement, la confiance dans les médias d'entreprise est à un niveau historiquement bas, ce qui est une bonne chose. C'est quelque chose à célébrer parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ils diffusent de la propagande. C'est leur travail. On réussit dans les médias d'entreprise en mentant sans vergogne. Donc, c'est une bonne chose que personne n'écoute cela. Je pense qu'il y a une reconnaissance parmi les gens de mon âge que ce qu'ils entendent sur CNN, Fox News ou MSNBC n'est pas vrai. Ce qu'ils lisent dans le New York Times ou le Washington Post omet des détails clés des événements réels dans le monde réel. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, je parle avec un jeune collègue qui est avec moi, Harry Berger. Harry est diplômé en études russes et est européenne et travaille pour System Update de Glenn Greenwald depuis 2 ans. Harry a récemment décidé de lancer sa propre émission et va maintenant créer sa propre opération médiatique. Nous allons coopérer sur cette chaîne. Je diffuserai quelques-unes de ses émissions, qu'il produit déjà en ce moment. Et pour le présenter, nous voulons discuter. Alors Harry, bienvenue. Pascal, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis un grand fan de votre chaîne et vous faites un travail très important. Je suis ravi de faire partie de cela. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir contactés. Vous avez dit que vous allez produire vos propres émissions, je veux dire vos propres interviews, en fait. Et nous en avons déjà une qui attend juste que cette interview soit diffusée, qui sera avec le professeur Ivan Kachanovski, qui a également été sur cette chaîne. Vous allez également parler à ces personnes maintenant. J'aimerais juste vous présenter un peu et aussi avoir une discussion avec vous sur votre démographie, parce que vous êtes très jeune. Vous êtes né en 2001, si je comprends bien. Oui, exactement. Je suis né en mai 2001. Parlez-nous un peu plus de vous. Et je veux dire, des choses que vous aimeriez que les gens sachent, notamment comment vous en êtes venu à travailler avec Glenn Greenwald et ce que vous avez appris au cours des dernières années. Et vous venez aussi de sortir de l'université, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a 2 ou 3 ans donc. C'est vrai. Donc, c'était vraiment un rêve devenu réalité, de travailler avec Glenn, parce que je pense qu'il est l'un des derniers vrais journalistes. C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré depuis que je suis enfant. Il écrivait sur des sujets comme la guerre contre le terrorisme, les abus de surveillance par notre gouvernement, toutes les tortures que nous faisions à l'étranger. Et de manière générale, il a toujours eu, et a encore aujourd'hui, un regard très critique sur la manière dont les États-Unis s'engagent à l'étranger et la propagande des médias principalement corporatifs, qui provient de certaines parties du gouvernement américain et des sources gouvernementales occidentales qui se répandent pour dissimuler notre rôle à l'étranger. Il a toujours été l'un de ces journalistes, comme Noam Chomsky de cette tradition, qui s'attaque à cela. J'ai toujours respecté cela, et je pense qu'il le fait vraiment mieux que quiconque. Il fait un travail incroyable. Je veux dire, System Update est une perle, surtout dans la façon dont il aborde le reportage sur les choses importantes qui se passent et comment il parvient à produire cette émission. Mais vous-même ensuite, vous êtes allé à l'université. Quand avez-vous réalisé qu'une grande partie des récits standards qui existent, non seulement dans les médias, mais aussi dans pas mal de manuels, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas nécessairement des mensonges. C'est juste une façon de cadrer notre perception de la politique mondiale. Et disons, la fin de la guerre froide, comme ce moment de grande libéralisation. Et enfin, la démocratie libérale va régner en maître.
et nous serons tous heureux jusqu'à la fin des temps. Quand avez-vous réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet? Eh bien, oui, comme vous le dites, ce n'est pas nécessairement qu'ils mentent carrément ce qu'ils font tout le temps. Et dans System Update, nous révélons cela beaucoup. C'est probablement la meilleure émission à regarder pour exposer tous ces mensonges et qui ils sont, les personnes qui les propagent le plus, les véritables agents de désinformation eux-mêmes. Mais je ne sais pas, je dirais que j'étais très conscient dès mon jeune âge de tous les mensonges dans la guerre contre le terrorisme, l'idée qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Je viens d'une famille libérale, et c'est l'une de ces choses dont tout le monde parle tout le temps. Oh, Saddam Hussein n'a jamais eu d'armes de destruction massive. George W. Bush et les néoconservateurs nous ont menti pour entrer dans cette guerre. C'est exactement le genre de sagesse avec laquelle j'ai grandi, et plus je me penchais dessus, plus tout devenait horrifiant, car ce n'était pas seulement ce conflit. Il y en avait beaucoup d'autres. Il y a eu la Libye ensuite, puis la Syrie, la guerre de changement de régime que nous avons essayé de mener là-bas en secret pendant de nombreuses années, et finalement, les mensonges autour de Russiagate, qui ont culminé avec notre position plus belliciste envers la Russie, menant à cette confrontation actuelle. Donc il y avait beaucoup de mensonges que j'ai vus en temps réel, et les tentatives de dissimuler la vérité qui se poursuivent constamment, même en 2024, surtout, autour de la guerre à Gaza que nous soutenons et principalement la guerre en Ukraine. Oui. Je suis également très intéressé par cela, juste en ce qui concerne vos données démographiques, parce que, vous savez, l'une des choses à propos de cette chaîne ici, Neutrality Studies, c'est, et je vais superposer l'image de cela ici, que nous avons 35,8% des spectateurs de Neutrality Studies qui ont 65 ans et plus, et la tranche d'âge 55 à 64 ans représente environ 24%. Donc, environ 60% des personnes qui regardent cela ont 50 ans ou plus. Et votre tranche d'âge 18 à 24 ans est d'environ 1,5%. Il y a très peu de jeunes qui regardent cette émission. Et je suppose aussi que Glenn Greenwald a probablement des statistiques similaires. Cela me conduit alors à croire que la jeune génération est moins intéressée par la politique, ou moins critique. Mais je pense que ça pourrait être une mauvaise perception, parce que vous êtes simplement dans des positions différentes dans les médias. Pouvez-vous nous parler un peu de votre impression de votre génération et de vos motivations politiques, ou de votre politisation en général? Je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un manque de dissidence dans notre génération. Je pense que notre génération est très informée et très sceptique envers les médias d'entreprise et les médias traditionnels. Et je pense que généralement, la confiance dans les médias d'entreprise est à un niveau historiquement bas, ce qui est une bonne chose. C'est quelque chose à célébrer parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ils diffusent de la propagande, c'est leur travail. Vous réussissez dans les médias d'entreprise en mentant sans vergogne. Donc c'est une bonne chose que personne n'écoute ça. Et je pense qu'il y a une reconnaissance parmi les gens de mon âge que ce qu'ils entendent sur CNN, Fox News ou MSNBC n'est pas vrai. Ce qu'ils lisent dans le New York Times ou le Washington Post omet des détails clés des événements réels dans le monde réel. Je pense donc qu'il y a cette prise de conscience parmi les gens de mon âge. En réponse à votre question sur pourquoi les gens ne s'engagent pas avec certains médias, je ne suis pas sûr. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'engagement sur TikTok et Instagram. En fait, ils veulent le réprimer. Il y a eu des efforts intenses, par exemple, de la part du gouvernement israélien pour censurer sur les plateformes de Meta et sur TikTok
depuis le 7 octobre. Un incident qui me vient à l'esprit est lorsque TikTok a banni la lettre d'Oussama Ben Laden, qui était devenue virale en novembre 2023, environ un mois après l'invasion d'Israël. Et les gens se demandaient, eh bien, pourquoi Oussama Ben Laden a-t-il attaqué les États-Unis? Les gens de mon âge voulaient savoir pourquoi. Et j'avais, vous savez, moins d'un an quand ça s'est produit. Donc j'étais curieux à ce sujet aussi. N'importe qui peut aller sur le site du Guardian et trouver la lettre de Ben Laden à l'Amérique et lire ses motivations. On nous a dit, bien sûr, qu'il nous avait attaqués pour nos libertés. C'est pourquoi, vous savez, le 11 septembre est arrivé et tout ça. Si vous lisez cette lettre, il nomme toutes les choses, toutes les raisons pour lesquelles il nous a attaqués. Parce que nous soutenions des régimes despotiques dans cette partie du monde, parce que nous soutenions Israël, qui écrasait les Palestiniens et détruisait toute chance d'un accord de paix, et parce que nous avions nos bases militaires. Il y avait de nombreuses raisons. Aucune d'elles n'avait à voir avec la liberté aux États-Unis. Ce n'est pas pour cela qu'ils nous ont attaqués. Et si vous lisiez cela, vous le découvririez. TikTok a très rapidement banni ce hashtag pour que personne ne puisse le lire. Et The Guardian l'a en fait retiré de leur site. Glenn en a beaucoup parlé dans System Update et en parle constamment. C'est un événement très révélateur, car il montre simplement qu'ils ne veulent pas que les gens de ma génération sachent ce qui se passe réellement. Les raisons pour lesquelles nous sommes détestés dans de nombreuses parties du monde par des personnes qui veulent, par exemple, travailler davantage avec la Chine. Ce genre de choses. Comment vous expliquez-vous que cela se produise? Vous savez, l'un des problèmes que nous avons lorsque nous discutons de ce genre d'événements, c'est que nous devons souvent recourir à l'utilisation du pronom « ils », vous savez. Mais « ils » ensuite, c'est un peu, nous devons expliquer comment cela se passe. Que dans des sociétés qui ne sont pas contrôlées de manière centrale, n'est-ce pas? Et ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni, l'Europe, je veux dire, il n'y a pas d'autorité de décision centrale, et pas 5 ou 6 personnes dans une pièce sombre, assises autour d'une table et faisant de la marionnette. C'est un phénomène social. Quand vous parlez à vos pairs et aux personnes qui ont été à l'université avec vous, comment comprenez-vous le fait que nous avons cet environnement médiatique et de propagande, mais que cela se passe de manière décentralisée, que ce n'est tout simplement pas la même chose que le fonctionnement de l'Union soviétique? Ce n'est pas la même chose que, disons, la propagande en Chine. Je veux dire, oui, c'est complètement vrai. Mais évidemment, Noam Chomsky a écrit à ce sujet dans La fabrication du consentement. C'est qu'il y a des incitations dans les médias d'entreprise à dire certaines choses. Je veux dire, je ne serais pas embauché dans des endroits comme CBS News ou NBC. Je ne m'intégrerai pas là-bas parce que j'ai des opinions et des points de vue qui vont à l'encontre et posent des questions sur ces types de questions de politique étrangère que les gens ne veulent vraiment pas que vous posiez. Et donc je suppose que quand les gens disent « ils parlent d'individus qui sont motivés par eux-mêmes dans les médias d'entreprise, qui disent des choses pour être promus et vraiment progresser. Et vraiment, le moyen le plus simple de progresser dans les médias d'entreprise est de mentir au nom des personnes puissantes. Donc il y a beaucoup de jours. Il y a ces agences à 3 lettres qui sont très puissantes. Et qui admettent ouvertement dans leurs emails internes. Par exemple, comme il y a une phrase célèbre dans le rapport de torture de 2014 au Congrès, sur la façon dont les agents de la CIA admettent entre eux qu'ils fournissent simplement de la désinformation à la presse qui l'engloutit. Ils disent que chaque fois que vous voyez « haut responsable » écrit dans un article de Reuters, cela vient de nous, du Bureau des relations publiques ou quel que soit son nom, à la CIA. Et donc ils admettent,
avec désinvolture, faire cela et répandre de la désinformation. Et vous savez, ces journalistes des médias d'entreprise, si vous pouvez les appeler ainsi, se contentent d'engloutir cette propagande, de la mâcher et de la recracher au public. Mais heureusement, maintenant les gens sont très conscients, grâce à un certain nombre d'incidents qu'ils ont complètement mal interprétés, et tout le monde les a vus se tromper, que les gens sont plus conscients que ce qu'on leur dit n'est probablement pas vrai, ou pas l'histoire complète. Je suis curieux de connaître votre opinion à ce sujet. Le journalisme et le milieu universitaire tentent tous deux, d'une certaine manière, de favoriser la compréhension et la connaissance de différentes manières sur différents sujets. Mais il y a une différence clé que j'ai remarquée depuis longtemps, c'est que dans le milieu universitaire, vous devez prouver tout ce que vous dites avec une source, et la source doit être ouverte et accessible. Je veux dire, vous devez dire par exemple d'où vous la tenez. Donc, tout ce que vous affirmez, surtout les points importants, ce n'est pas seulement des connaissances de dictionnaire, mais vous savez, des éléments importants de vos arguments. Ils doivent être étayés. Et dans les sciences naturelles, bien sûr, vous devez mener des expériences et montrer comment vous les avez réalisées pour que les gens puissent les reproduire. En sciences sociales et en histoire, vous fournissez simplement les sources. En journalisme, bien que cela fonctionne souvent de manière similaire, il y a aussi cet élément important. Glenn Greenwald, bien sûr, a dû beaucoup travailler avec cela lorsqu'il travaillait avec Snowden, etc. C'est que vous devez protéger vos sources. Vous n'êtes donc pas obligé de divulguer, de dire aux gens d'où vous avez obtenu l'information. Maintenant, bien que pour quelqu'un comme Snowden, cela soit vraiment important pour protéger l'identité des personnes, cela joue contre nous, le grand public, car cela obscurcit l'origine de quelque chose. Alors, le New York Times et le Washington Post, ils pourraient simplement dire, genre oui, officiel X ou source Y. Et cela peut être une fabrication complète et totale. Nous n'avons aucun moyen de le prouver. Avez-vous une idée de savoir si le journalisme est encore, c'est un principe important, comme garder les sources secrètes? Ou si c'est quelque chose que, je veux dire, je ne travaille pas du tout avec ça, à cause de cet élément peu fiable, et j'essaye de ne diffuser que des personnes et des opinions dont je peux montrer l'origine. Quelles sont vos réflexions à ce sujet? Je veux dire, c'est vrai. Je pense que vous voulez certainement, quand vous le pouvez, mettre le nom de quelqu'un sur quelque chose quand il vous donne la permission. Je pense qu'à DC, il y a beaucoup trop de cas où l'anonymat est abusé tout le temps, principalement pour répandre des commérages de personnes puissantes. Ils ont fait cela tout le temps à Trump, en divulguant des informations classifiées contre lui pour essayer de lui nuire, généralement venant de ces agences à 3 lettres, l'État profond, si vous pouvez l'appeler ainsi. Donc c'est totalement abusé tout le temps. Mais encore une fois, il y a tellement de cas où c'est important. Edward Snowden n'était évidemment pas vraiment une source anonyme. Il a mis son nom sur tout ce qu'il a fait. Et vous savez, Julian Assange aussi est un autre cas célèbre. Donc je pense que c'est une question difficile. Mais oui, je peux certainement penser à des situations où la vie de quelqu'un est en danger, ou où ils affrontent quelque chose de vraiment puissant, et ont besoin de cet anonymat. Et Seymour Hersh, un autre journaliste chevronné que je respecte beaucoup, a basé beaucoup de ses plus grandes histoires sur des sources anonymes. Je veux dire, quand il a révélé, je pense que c'était il y a 2 ans, que le bombardement de Nord Stream était en partie une opération américaine, c'était basé sur des sources anonymes. Il leur a accordé l'anonymat parce qu'ils étaient des fonctionnaires du gouvernement. En regardant en arrière, il s'avère que ce qu'il a rapporté était exact, car il y a eu de nombreuses confirmations
depuis d'autres magazines, comme le magazine danois Politiken. Ils ont juste interviewé le maître de port sur le site de l'explosion, qui a affirmé qu'il y avait des navires de la marine américaine à proximité au moment du bombardement de Nord Stream. Donc je pense qu'ils peuvent être très utiles. D'accord. Non, ils peuvent. Ils peuvent. La question pour moi est si nous pensons aux médias du point de vue du public, du spectateur. C'est comme, ma question est, comment pouvons-nous donner au public les moyens de comprendre le monde? Parce qu'une grande partie des attaques des médias traditionnels sont en réalité des attaques contre notre capacité à comprendre les choses, n'est-ce pas? Alors, quelle est votre recommandation sur la façon dont les spectateurs, en particulier les plus jeunes, devraient consommer les médias? Parce que je pense que c'est une erreur, par exemple, de ne pas consommer du tout le New York Times et le Washington Post. Il est en fait important de regarder cela pour comprendre ce qu'ils veulent que le monde soit. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je veux dire, le Washington Post est essentiellement le porte-parole de l'État de sécurité nationale, surtout des écrivains comme David Ignatius, là-bas. Il y a beaucoup d'écrivains là-bas qui disent exactement ce qu'on leur dit par ces agences à 3 lettres, et il est très important de savoir ce qu'ils pensent. Vous savez, chaque fois qu'ils font des éditoriaux, et ils le font tout le temps, juste dans des articles de presse, ils ont commencé cela, je pense, avec Trump, vraiment à éditorialiser contre lui. Ils font cela avec n'importe quel article sur la Russie. Vous savez, l'invasion illégale non provoquée, l'agression, ne peut pas supporter. C'est une démocratie contre une autocratie. Ils parlent essentiellement dans les mêmes termes que la ligne du département d'État américain à ce sujet, à savoir que c'est la démocratie contre l'autocratie, ou simplement en reprenant le site web de l'OTAN. Et c'est ainsi qu'ils traitent les choses. Donc je pense que c'est très reconnaissable quand vous entendez les mêmes choses répétées tout le temps par ces médias. C'est bien d'avoir une petite alarme qui s'allume dans votre tête et de vous dire « Attendez, attendez, est-ce vraiment vrai ce qu'ils disent ?» Parce que si tout le monde dit la même chose en même temps à propos, vous savez, de la Syrie ou des motivations de la Russie pour envahir l'Ukraine, vous devriez être un peu sceptique à ce sujet. Oui. Donc si vous faites une comparaison médiatique et que vous voyez les mêmes adjectifs répétés encore et encore, cela pourrait indiquer qu'il se passe quelque chose qui nécessite un examen plus approfondi. Ce qui est fascinant, c'est aussi que l'un des mécanismes est bien sûr de traiter les gens de noms, n'est-ce pas? C'est aussi grave que ça. Comme Glenn Greenwald, Aaron Maté et Max Blumenthal, tous ces grands journalistes aux États-Unis, ils sont traités d'apologistes de Poutine et de diffuseurs de fausses nouvelles et de désinformation. C'est juste de la diffamation, comme une diffamation courante. Et parfois, je me souviens de ce cas où Matt Taibbi a été littéralement démonté par, comment s'appelle-t-il? Il est allé en ligne sur, je pense que c'était CNN ou CNBC avec, comment s'appelle-t-il? Le journaliste arabe. What's his name? That Arab journalist. Mehdi Hassan. Mehdi Hassan, thank you very much. Right. And Mehdi Hassan basically. Mehdi Hassan, merci beaucoup. Mehdi Hassan a essentiellement essayé de le rendre ridicule avec un petit détail insignifiant, mais une petite chose que Matt Taibbi n'a même pas mal comprise, juste rapportée d'une manière qui ne plaisait pas à Hassan. Mais ce genre d'assassinat de caractère, quelles sont vos pensées à ce sujet? This kind of character assassinations. What are your thoughts on that? Je veux dire, oui, chaque fois qu'ils font ça, chaque fois qu'ils font ça avec RF Kaiju tout le temps, nous le voyons maintenant. Ils essayent de le qualifier de toutes sortes de choses. Et ce n'est pas seulement une question de politique étrangère. C'est ça le problème. Cela concerne vraiment de nombreux domaines, y compris notre politique intérieure. Chaque fois qu'ils n'aiment pas quelque chose, ou Tulsi Gabbard,
qui est pressentie pour un poste de DNI, un rôle très puissant dans la communauté du renseignement. Ils ne veulent pas d'elle, parce qu'elle a des opinions dissidentes sur tous ces sujets. Elle ne veut pas de changement de régime en Syrie. Elle est en faveur de négociations avec l'Ukraine. Elle n'est pas un faucon, ce qui est essentiellement ceux qui ont été au pouvoir ces 4 dernières années sous Joe Biden et les faucons. Et donc chaque fois qu'ils commencent à étiqueter les gens comme pro-Assad, pro-Poutine, apologistes de Poutine ou agents de désinformation, ils le font toujours, mais ils ne fournissent jamais les preuves de ce qui les rend tels. Vous pouvez appeler quelqu'un ainsi, bien sûr, mais vous devez montrer pourquoi. Et il y a eu un incident célèbre qui me vient à l'esprit. C'était vraiment embarrassant pour elle. Quelqu'un qui, je pense, répand beaucoup de désinformation. Bari Weiss, elle est très populaire, dirige le Free Press, qui est censé être un grand média indépendant. Bien que ses positions soient vraiment indiscernables de celles de n'importe quel néoconservateur ou du Weekly Standard. Je ne suis donc pas vraiment sûr qu'il y ait quelque chose de très original chez elle. Elle est allée chez Joe Rogan il y a environ 3 ans pour traiter Tulsi Gabbard, la même personne, de larbin de Poutine ou d'Assad. Et Joe Rogan demande, eh bien, qu'est-ce qui la rend ainsi? Et sa réponse est, oh, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais j'ai juste entendu quelque part qu'elle est un larbin d'Assad. Et donc ces choses, les gens entendent ça et le répètent, mais ils n'y réfléchissent pas vraiment. Et il n'y a rien de vraiment fondé là-dessus. Donc je pense que les gens sont très sceptiques quand ils entendent ce genre d'attaques et de calomnies. Ou du moins dans nos cercles. Les gens sont sceptiques à ce sujet. Mais la crainte est bien sûr qu'une grande partie de la population suive le mouvement, parce que, à la fin de la journée, pour maintenir le pouvoir politique, vous n'avez pas besoin de convaincre 100% de la population. Vous avez juste besoin d'une bonne partie derrière vous, n'est-ce pas? Une bonne partie doit être immobilisée, ou simplement être d'accord pour que les 20-30% qui agitent le drapeau et disent qu'il faut changer quelque chose ne puissent pas réellement mettre en œuvre ces changements. Je pense qu'en grande partie, nous pouvons le voir en ce moment avec Donald Trump. Ou comment Donald Trump a pu rassembler des gens qui sont vraiment mécontents de la façon dont les États-Unis fonctionnent, et aussi de beaucoup de bellicisme. Mais l'un des principaux moyens par lesquels le système essaie de rendre impossible pour lui de mettre en œuvre les changements que son électorat demande. C'est très vrai. Il a un mandat. Il a un mandat pour, par exemple, mettre fin à la guerre en Ukraine. Et une grande partie de l'establishment républicain ne veut pas qu'il le fasse, y compris des personnes dans son propre cabinet. Vous savez, Marco Rubio est l'une de ces personnes qui a encouragé la guerre en Ukraine tout ce temps, voulant que nous leur envoyions les missiles à longue portée, que Joe Biden vient d'autoriser l'Ukraine à avoir. L'un d'eux a effectivement explosé en Russie la semaine dernière, et ils ont riposté avec un missile hypersonique en Ukraine. Donc les choses deviennent très intenses, escaladant très rapidement. Il y a donc certainement des menaces au sein de son administration, et c'était déjà le cas la dernière fois. Je ne suis même pas dans le domaine des prédictions, donc je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'espère juste que les esprits plus rationnels l'emporteront, mais j'en ai aucune idée. Oui, et nous devons encore voir si Trump est capable de tenir ses promesses de paix. Je veux dire, il était le candidat pro-paix. C'est lui qui faisait campagne sur cette promesse. Nous verrons si cela va se concrétiser. Qu'en pensez-vous? Ouais. Je veux dire, quand il s'agit d'une question comme Israël, par exemple, je pense que ce qui se passe à Gaza est, vous savez, le crime moral suprême du siècle. C'était la guerre en Irak,
Mais maintenant, c'est ce qui se passe à Gaza. Je veux dire, c'est comme l'a appelé Jorah Allon en 2004, un immense camp de concentration. Et on ne peut qu'imaginer ce que c'est après le 7 octobre, la famine et juste les bombes qui tombaient. Nous l'avons vraiment transformé en un parking comme promis. Et tout cela a été fait par le Parti démocrate aussi, et Joe Biden. Il en est responsable. Et donc Trump est évidemment aussi pro-Israël, sioniste, fanatique que possible, on pourrait dire. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'il pense vraiment, mais au moins, par les personnes dont il s'est entouré, elles sont toutes très, très sionistes, et radicalement, voulant maintenant éliminer le terme Cisjordanie. C'est la nouvelle proposition de Tom Cotton. Ils ont essentiellement, je veux dire, ils n'ont pas encore formellement annexé, mais ils y sont presque. Et donc, je ne vois pas vraiment comment les choses pourraient empirer. Et je pense que beaucoup d'électeurs ont ressenti la même chose. C'est pourquoi, dans le Michigan, Trump ou Kamala Harris n'ont pas remporté ces votes, n'ont pas remporté ces votes arabes. Donc je pense que les gens reconnaissent que ce génocide jusqu'à présent est le génocide du Parti démocrate. Oui, c'est une situation horrible, absolument méprisable. Et cela me fait me sentir très, très désespéré, en fait. Mais l'une des choses qui me donne de l'espoir, c'est d'entendre que des gens comme vous s'intègrent dans l'environnement médiatique actuel. Vous savez, l'endroit où un reportage honnête et réel est nécessaire. Alors, quelle est votre stratégie? Parce que sur cette chaîne, nous allons publier quelques-unes de vos interviews que vous faites maintenant. Vous les faites dans un style différent du mien, et je serai très heureux de partager cela avec les autres. Et quels sont vos projets pour développer votre propre approche de l'analyse du monde? Eh bien, je vais certainement me lancer dans un peu plus de journalisme écrit. C'est quelque chose que je veux commencer à faire davantage bientôt. J'en ai fait un peu quand je travaillais avec Glenn et je veux vraiment m'y remettre. J'ai fait quelques interviews dernièrement parce que, franchement, je n'ai que 23 ans et je ne me sens pas assez confiant pour parler de beaucoup de ces sujets. Je n'ai pas passé le temps que ces universitaires, comme Ivan Kachanovsky, ont passé. Je veux dire, il a passé 10 ans à rechercher ce livre sur la révolution de Maïdan et est, je pense, le spécialiste définitif sur le sujet. Et il est l'un des rares universitaires ukrainiens en Occident qui étudie, vous savez, le conflit en Ukraine. Et donc, je m'en remets à ces personnes. Ce sont les personnes à qui je pense que personne ne parle vraiment dans les médias d'entreprise. Évidemment, ils ne veulent pas entendre ce qu'Ivan Kachanovsky a à dire sur, vous savez, le bataillon Azov et les néo-nazis qui envoyaient des camions pleins d'armes. Personne sur CNN ne veut entendre ça. Mais les gens ont besoin d'entendre ce qu'Ivan Kachanovsky a dit et pense. Il a passé du temps sur cette question. Donc je pense que l'un de mes objectifs est de parler à ces personnes qui sont ignorées ou négligées et de vraiment examiner notre rôle à l'étranger principalement, mais aussi un tas de questions différentes, principalement des sujets que nous abordons dans System Update, comme les questions de liberté civile et simplement différentes questions politiques, nationales également. C'est une bonne approche. Et j'espère que vous trouverez bientôt votre propre format avec succès, car c'est vraiment nécessaire, ainsi qu'un format pour votre propre génération, et même les plus jeunes, afin de diffuser de bonnes informations. Alors, où devraient aller les gens qui veulent vous suivre? Eh bien, ils devraient certainement aller sur ma page Locals. C'est là que je publie toutes mes vidéos. Je les publie aussi sur Rumble. Locals et Rumble sont la même entreprise. C'est vraiment l'alternative de liberté d'expression à YouTube. La raison pour laquelle je publie là-bas est simplement parce que YouTube est célèbre pour la censure.
surtout sur des sujets impliquant Israël, la critique du rôle des États-Unis dans cette guerre et généralement ce qu'Israël a fait aux Palestiniens. Il y a eu tellement de censure l'année dernière, depuis le 7 octobre sur ce sujet et sur beaucoup d'autres sujets que je couvre aussi, comme le soutien des États-Unis à l'Ukraine et quel type de groupe finance là-bas. Vous savez pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine. Donc je pense que Rumble a simplement un meilleur bilan en matière de respect de la liberté d'expression et des idées hétérodoxes. Oui, et le développement de tout cet écosystème va de toute façon vers la décentralisation. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire cela, d'aller sur différentes plateformes, et nous trouverons, espérons-le, un moyen de continuer à travailler ensemble et de nous organiser en réseau. Je suis très heureux de vous avoir maintenant dans mon réseau et que nous collaborions. Tout le monde, regardez le travail de Harry Berger. Comment prononcez-vous votre nom? Berger ou Berger? How to pronounce your name? Berger or Berger? Berger. Berger, yeah. Berger, oui. C'est aussi un nom allemand. D'accord. Harry Berger sur Locals et sur Rumble. Et restez à l'écoute pour ces excellentes interviews qui arrivent également sur cette chaîne. Merci, Harry. Thank you, Harry. Pascal, merci beaucoup de m'avoir invité.